Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Sans plus tarder, faisons place à Mark Schreibert. Il était tellement bon entraîneur de football que Rick Campbell le voulait dans son club et on l'a même considéré pour le poste de commissaire dans la Ligue canadienne de football. Il est maintenant un des meilleurs analystes dans la francophonie. Sur les lignes de côté, allons rejoindre Mark Schreibert. Ouais, Mark Schreibert, on te remercie d'être encore au rendez-vous, même si tu es en Pologne en ce moment. Comment ça se passe là-bas avec l'équipe nationale? Ça va bien, on commence à courser dans 2 jours, donc vraiment content d'avoir la chance de parler football avant que je me ramasse pendant 4 jours complets dans un aréna. Parle-moi de ça. Écoute, je sais pas comment tu as vécu cette finale de la Coupe Grey, victoire des Rough Riders 25-17. Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que la meilleure équipe l'a remporté. Penses-tu la même affaire? Puis la façon que je l'ai vécu, écoute, ici, le match commençait à 1 h du matin. On s'est ramassé tout le groupe de coachs ensemble, puis on a regardé ça jusqu'à 4 h 30. Oh, wow. Donc, mais ce que je peux te dire, c'est que oui, c'est exactement le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est la meilleure équipe a gagné. En tout cas, la meilleure équipe qui a joué son match en exécution a gagné. On s'est rendu compte à la mi-temps parce que la télé a pris le temps de nous montrer quelques séquences où le carré Davis Alexander semblait blessé finalement. On trouvait qu'il manquait un peu de vélocité sur certaines passes. Puis là, on s'est rendu compte, quand ils ont ramené la caméra, que c'était effectivement, là, après ses lancers, il manquait d'appui sur ses jambes. Et ça explique peut-être aussi 3 interceptions. On a aussi mal joué du côté de certaines appellations de jeu. On a échappé le ballon à 2 verges. Donc, on était quand même dans le match. Mais moi, je vais attribuer la victoire, quand je dis qu'on a mieux joué, chapeau enfin, après toutes ces années-là, à Trevor Harris. Oui, Ça fait longtemps oui. qu'il est dans la ligue, lui. Puis, il a été, je dirais même, chirurgical. C'est pas un gars à grand jeu qui va chercher des passes de 50-60 verges. Il prend ce qu'on lui donne, il était pris ici, il n'a pas pris de chance, il a gardé son offensive sur le terrain. Et chapeau à un carrière qui, enfin, va chercher la Coupe Grey dans ce qui lui manquait vraiment dans l'ensemble de sa carrière de la CFL. Oui, Rough Riders qui ont été l'équipe de la saison. Corey Mace également, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'ancien coordonnateur. Deuxième année à la barre des Rough Riders qui mérite amplement cet honneur-là de soulever le grand trophée. Alors, chapeau à cette équipe, puis chapeau aux Rough Riders et aux Partisans. Seulement 5e coupe dans leur histoire, quand même incroyable. Mais pleinement mérité. Chapeau, chapeau. Puis Davis Alexander, on dira ce qu'on voudra, mais lui, son avenir est assuré dans la Ligue canadienne. Ce que j'ai hâte, c'est la suite des choses. Ce gars-là va amener la Ligue ailleurs par son entrain, par son dynamisme. Est-ce que je me trompe? Dynamisme qui est pas loin des fois d'être, il y en a qui disent qu'il est un peu arrogant. Oui, Moi, oui. je pense qu'il y a une belle confiance puis une belle prestance dans son leadership. Je préfère utiliser ça, mais j'espère qu'on va faire plus attention. On a risqué avec ce joueur-là quand il s'est blessé au début de la saison, parce qu'on l'a perdu pendant 7 semaines. Quand il est revenu, clairement, il n'était pas à son meilleur. J'espère qu'on va pas brûler sa carrière en peut-être se prenant le temps de le mettre de côté pour qu'il se rétablisse complètement avant de le ramener. Oui, puis on lui souhaite évidemment de belles vacances. Tournons-nous vers cette semaine, le numéro 11 en NFL qui s'est terminé avec un match du lundi soir où c'était pas nécessairement les 2 plus grandes équipes, mais tout de même une victoire de Dallas. Cette victoire-là leur permet de demeurer quand même avec l'espoir de faire partie des séries. Bref, avant de parler de ce match-là, parlons de la performance défensive, selon toi, du week-end, provenant de 2 équipes. Est-ce que je me trompe? Venant de 2 équipes qui, normalement, marquent des points à profusion. Donc, dimanche soir, le match, c'était les Lions de Détroit qui jouaient contre les Eagles de Philadelphie. 2 super grandes équipes au niveau des attaques qui marquent régulièrement au minimum 4 touchés par match. C'est fini 16-9. 16-9 pour Détroit. Écoute, il y a à peine même pas 30 premiers essais au complet entre les 2 équipes. Les Eagles qui ont passé à peine pour 124 verges. Il y a eu seulement 4 occasions où les 2 équipes combinées ensemble, on s'est ramassé en zone rouge. Puis toi puis moi, on a parlé de ça dernièrement. C'est arrivé quelques fois où les matchs de football à la NFL sont passés surtout dans le centre du terrain. Ben, ça démontre encore une fois qu'on peut gagner des matchs en ayant de belles exécutions défensives. Et dans ce cas-ci, je ne m'attendais pas à ça. Et je vais donner le chapeau du match défensif à 2 défensives.
Ben, tant mieux pour eux autres. À part de ça, ça prend toutes les façons pour remporter et d'avoir du succès. Parlons des festivals offensifs de la fin de semaine. Ben là, ça a été certainement le rendez-vous entre Buffalo et Tampa. Ça ne peut pas être autrement, là. 44-32, 76 points marqués dans le match. Il y avait plus de 800 verges d'attaque au total. Puis ce qui est particulier dans le match, là, d'ailleurs, on l'a annoncé du côté de la NFL, c'est la deuxième fois de l'histoire où il y a au moins 10 échanges de l'avance entre deux équipes. Donc, chacun son tour, on marquait des points. C'était vraiment intéressant de voir ça. Et donc, finalement, il y a un seul match dans l'histoire où on a échangé l'avance 11 fois. Donc, pour ceux qui aiment les points, à l'inverse du match que je viens de vous parler, c'était le match à regarder sûrement. Cependant, j'aurais aimé voir les Bills, sans manquer de respect à Tampa, être plus dominants. Ça a été beaucoup trop serré, j'avais anticipé. Et je continue à dire que Allen veut trop en faire lui-même, court trop avec le ballon. Puis pour moi, c'est trop dangereux dans le contexte d'un club qui aspire aux grands honneurs, là. C'est risqué. C'est risqué en tout cas, puis en même temps, ça va pas super bien du coup de la défensive de Buffalo. Regarde ce qu'ils ont fait cette saison. Ils ont attribué énormément de points. C'est pas avec ce type d'équipe-là que tu vas aller très loin. Donc, il va être d'abord, moi je pense que ça passe d'abord par une structure défensive un peu plus efficace. Tu lances tes marteaux de la semaine? Mais quand je dis ça, là, c'est pour moi un marteau au football, c'est une expression qu'on utilise, Nicolas, où on dit ça frappe comme un marteau. OK. Écoute, je regardais ce qui s'est passé dans le match des Steelers. D'ailleurs, je t'ai envoyé quelques exemples vidéo. C'est exceptionnel ce qui se passe là. On retrouve les Steelers d'antan où l'ADN de notre équipe, c'est de frapper fort. Mais attention, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est surtout l'offensive qui frappait fort. Tu sais qu'il y a une philosophie derrière certains coachs à l'attaque où on se dit pour avoir du succès à l'offensive, quand tu vas te faire plaquer, c'est sûr que tu vas te faire plaquer. Tu as le ballon, mais au lieu de te laisser frapper, juste avant le contact, soit la personne qui cogne. Ben, il y a un bonhomme qui s'appelle Darnell Washington, de loin le plus gros receveur de passe dans la NFL. Écoutez, c'est pas une erreur. Darnell Washington, c'est un ailier rapproché, ou un tight end en anglais. Il mesure 6 pieds 7 pouces. 264 livres. Et lui, il a compris ça, que juste avant de se faire plaquer, c'est lui qui frappe. Et il a renversé 3 joueurs sur un jeu. Tu l'as vu, Nicolas, le jeu? Oh, oui. Beast mode. C'est incroyable, c'est un rouleau compresseur, puis on dirait que ça a un effet d'entraînement sur les autres joueurs à l'offensive. Le porteur de ballon a la même attitude. Au lieu d'accepter le plaqué, de se faire amener au sol, lui-même devient celui qui va frapper l'adversaire. Et donc, ça fait que ça énergise la foule qui les regarde. Ah, ça, c'est sûr. Puis ça énergise aussi les gars qui sont autour de toi. Ça, je vous en passe un papier. Parlons un peu de U-Sport avec les demi-finales qui avaient lieu dans le football universitaire. Parlons du résultat des Carabins qui, encore une fois, l'emportent. Dans ce cas-ci, pas de surprise. Il y avait 2 matchs, 2 demi-finales de la Coupe Vanier. C'est l'équipe du Québec qui allait jouer contre les Maritimes. On a toujours peur de ce match-là parce que les Maritimes, c'est de loin la conférence la plus faible parmi les 4 au pays. C'est encore une fois un match qui s'est terminé par plus de 30 points contre l'Université St. Mary's. Et donc, on ne reviendra pas là-dessus, mais un éternel débat que clairement, les conférences ne sont pas égales. Puis quand tu arrives en demi-finale nationale, d'avoir un match comme ça à sens unique, c'est pas intéressant pour personne. Mais au moins, dans l'autre demi-finale qui a eu lieu dans l'Ouest, encore une fois, une autre équipe de la Saskatchewan, l'Université de la Saskatchewan qui recevait l'Université Queen's, qui représentait l'Ontario, ben là, ça s'est terminé 22-11. Et pourtant, l'équipe de l'Ontario, l'Université Queen's, c'est eux autres qui ont dominé au niveau des statistiques, mais la différence, c'est qu'ils ont eu plus de 100 verges de pénalité. Et ça, c'est un terrain de football au complet. On a été indisciplinés du côté de l'Université Queen's. Et là, donc, la Coupe Vanier, le dernier match, c'est les Carabins qui vont aller jouer contre la Saskatchewan. Mais attention, ça va jouer sur le terrain de la Saskatchewan, à Regina. Donc, la province pourrait célébrer son football cette année. Ils ont déjà remporté la Coupe Grey la semaine passée. Ça serait un doublé incroyable et pleinement mérité. On l'a vécu, toi et moi, Marc, quand on a couvert le rouge et noir, puis les tailgates, puis le marché de Regina. Ouais. Vraiment, il n'y a pas plus beau marché de football au Canada. Puis si on pouvait leur donner un doublé, ça serait pleinement mérité. On serait bien content pour eux autres. Puis bonne chance, évidemment, aux 2 équipes. C'est le temps de passer à la chronique, mesdames, messieurs, avec vos lunettes de coach, mesdames, messieurs. Et là, on est sérieux. On va parler de la triple responsabilité du porteur, mesdames, messieurs. Je te laisse la parole, coach.
porteur de ballon, là, j'aime pas vraiment finalement le nom qu'il porte. On a l'impression que lui, son travail, c'est de courir avec le ballon. On lui donne des cours. Oui. Mais attention, sur une moyenne de 70 jeux normalement dans une à l'offensive, il y a peut-être 20 portées. Fait qu'il y a moins de 50% des jeux, particulièrement dans la NFL, où on passe beaucoup le ballon depuis quelques années, il y a moins de 50% des jeux que c'est des jeux au sol. Ça veut dire que à peu près 60% des jeux, c'est des jeux de passe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait pas juste s'asseoir sur le terrain pour regarder ce qui se passe. Donc, le porteur de ballon se doit d'être d'abord et avant tout un bon bloqueur. Comme les 5 gros bonhommes sur la ligne à l'attaque, il doit avoir les mêmes techniques de bloc. Souvent, il doit bloquer des joueurs qui sont plus imposants que lui parce qu'il va faire partie de la protection du corps arrière. Et des fois, on va l'utiliser pour se placer comme receveur ou encore pour se faufiler dans le patron de passe. Et là, donc, il doit avoir l'habilité à reconnaître les types de couverture de passe, être capable de se dégager d'une couverture homme à homme, d'avoir des bonnes mains pour attraper le ballon. Donc, il devient à l'occasion lui-même un receveur de passe. Et donc, on dit qu'à l'offensive, le joueur qu'on doit former le plus sur toutes les facettes, c'est le porteur. Donc, avec vos lunettes de coach, le prochain match que vous allez voir, regardez pendant au moins une séquence complète à l'offensive. Le porteur de ballon qui est en arrière ou à côté du corps arrière, là. Laissez faire le jeu, puis regardez tout ce qu'il va faire dans le match, le nombre de fois qu'il va être impliqué dans la protection de son corps arrière. Dites-vous que de plus en plus, Nicolas, on choisit les porteurs de ballon, oui, en fonction de l'habileté à courir avec le ballon, mais surtout dans son habileté à protéger le corps arrière. En direct de la Pologne, mesdames, messieurs, on était sur les lignes de côté avec notre ami Mark Schreibert. Et en direct de la Pologne, mon ami, je te dis Dobranoc, qui veut dire bonne nuit en polonais. Merci, à très bientôt. Salut mon chum, bye-bye. Et bonne chance avec l'équipe nationale. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.